Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième séance. Je pense que tout le monde a eu le temps de suivre l'introduction. Si vous n'avez pas fini à suivre l'introduction, vous pouvez encore suivre de nouveau et puis me poser des questions ou même poser des questions dans le forum, il n'y a pas de souci. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir dans le deuxième chapitre qui traite de généralité sur l'intelligence artificielle. Dans ces chapitres, nous allons découvrir le fondement de cette technologie qui transforme profondément notre manière de vivre, d'apprendre et même de travailler. Avant d'explorer des notions plus avancées, il est essentiel de comprendre ce que réellement l'intelligence artificielle, pourquoi elle a été créée et quel rôle joue aujourd'hui l'intelligence artificielle dans notre société. Bienvenue à tous. Pour commencer, si on était à présentiel, je pouvais demander à certains de répondre à la question qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Comprenez que ici, nous voulons maintenant définir les concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est une discipline de l'informatique qui vise à concevoir des systèmes capables de réaliser des tâches nécessitant normalement l'intelligence humaine. C'est ça l'intelligence artificielle. C'est normalement une discipline de l'informatique où on conçoit des systèmes qui réalisent des tâches qui devrait nécessiter à principe l'intelligence humaine. Et d'autres disent simplement que l'intelligence artificielle, c'est une simulation de l'intelligence humaine. Ça veut dire on imite l'intelligence humaine. Ces systèmes peuvent apprendre à partir des données, raisonner, résoudre des problèmes, comprendre le langage, reconnaître des images, prendre des décisions, et même créer de nouveaux contenus. Alors, l'objectif de l'intelligence artificielle n'est pas de répondre, disons, n'est pas de reproduire l'être humain. Non, ce n'est pas ça l'objectif de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas de reproduire l'être humain, mais l'objectif, c'est assister l'être humain dans de nombreuses activités. Hein. Et comme nous le savons bien, l'être humain est toujours fragile. L'être humain se fatigue. Un moment, vous pouvez travailler, vous transpirez, vous vous fatiguez, vous pouvez même devenir, disons, un moment, vous pouvez avoir envie de manger, la famine peut vous empêcher de travailler, la maladie peut vous empêcher de travailler, une petite grippe peut vous empêcher de réaliser vos tâches quotidiennes. Mais l'intelligence artificielle, elle, ne se fatigue pas. C'est pourquoi elle est là pour assister l'être humain qui peut se fatiguer et puis l'intelligence artificielle peut venir lui suppléer dans certaines tâches. Voilà au moins la compréhension du concept intelligence artificielle. Nous serons très brefs à ce qui concerne l'historique parce que il y a un chapitre dédié à l'historique de l'intelligence artificielle. Ici, nous donnons juste une petite histoire de l'intelligence artificielle de manière succincte, mais les détails seront repris dans les chapitres qui vont suivre. Ce que l'idée de créer des machines capables d'imiter l'intelligence humaine remonte à l'Antiquité. Cependant, les bases scientifiques de l'intelligence artificielle apparaissent au XXe siècle avec le travaux du mathématicien britannique Alan Turing qui publie en 1950 un article fondateur intitulé Computing Machinery, Computing Machinery and Intelligence. C'était en 1950 que cette publication est apparue. Et en 1956, lors de la conférence de Dartmouth aux États-Unis, le chercheur John M. C. Carty
introduit officiellement le terme intelligence artificielle, marquant la naissance de cette discipline. Après plusieurs périodes de progrès et de ralentissement, l'intelligence artificielle connaît un essor spectaculaire grâce au machine learning, au deep learning et plus récemment aux intelligences artificielles génératives que nous utilisons, illustrées par des outils comme ChatGPT, Gemini, Claude et toutes les intelligences artificielles que vous êtes en train d'utiliser actuellement. Mais certains pensent que l'intelligence artificielle, c'est une innovation récente, mais elle remonte de l'Antiquité. Voilà un petit commentaire de manière succincte sur l'historique de l'intelligence artificielle ou l'histoire. Nous avons dédié tout un chapitre sur cela pour que vous puissiez comprendre son évolution. Parlons maintenant des principaux types d'intelligence artificielle. Et là, je salue en passant l'éminent professeur Osé Mouindo Massivi qui est présent dans ce forum et qui nous avait enseigné le cours d'intelligence artificielle et systèmes experts en L1 à l'époque, informatique de gestion. Et il est en train de nous suivre. Espérons que nous allons bien présenter les types d'intelligence artificielle conformément à ce qu'il nous avait enseigné déjà en 2016, je crois, à l'Université de l'Assomption au Congo. Et le principal type d'intelligence artificielle, ici, l'intelligence artificielle peut être classée selon ses capacités et son niveau d'intelligence. C'est ça les critères de classification. On tient compte de la capacité ici dans cette classification que nous allons présenter et de son niveau d'intelligence. Si on tient compte de cela, nous aurons ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. Et puis, nous avons ensuite l'intelligence artificielle générale. Nous avons ensuite la super intelligence artificielle. Et voilà les trois types que nous pouvons distinguer si on partait de ces critères que je venais d'évoquer. Alors, parlons des intelligences artificielles faibles. C'est en fait l'intelligence artificielle que nous utilisons aujourd'hui. Elle est conçue pour accomplir des tâches précises comme traduire du texte, reconnaître des visages, recommander un film, répondre à des questions. Des outils comme ChatGPT, Gemini et Claude appartiennent à cette catégorie. Ça veut dire ce que nous avons aujourd'hui, on peut les catégoriser parmi les intelligences artificielles faibles parce qu'elles sont conçues pour répondre à des tâches spécifiques. Elles ne peuvent pas aller au-delà des tâches pour lesquelles elles ont été conçues. Nous avons l'intelligence artificielle générale. Ici, cette intelligence artificielle est encore à l'état de recherche, l'intelligence artificielle générale. Elle aurait la capacité de comprendre, d'apprendre et de réaliser n'importe quelle tâche. Justement, n'importe quelle tâche intellectuelle avec un niveau comparable à celui d'un être humain. Cette intelligence, elle est encore en laboratoire, mais c'est l'intelligence artificielle qui va suivre après les intelligences artificielles ici que nous sommes en disant. Elles auront la capacité de comprendre, d'apprendre, de réaliser n'importe quelle tâche intellectuelle avec un niveau comparable à celui d'un être humain. Vous voyez là où nous sommes en train d'aller. C'est compliqué. Alors, la troisième catégorie d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle la super intelligence artificielle. Ici, il s'agit d'un concept théorique dans lequel une intelligence artificielle dépasserait les capacités intellectuelles d'un être humain dans presque tous les domaines.
À ce jour, cette technologie n'existe pas encore. Mais ce sont des prédictions qu'on envisage déjà dans les futurs. On risquera d'avoir, quand on sera au niveau de la super intelligence artificielle, ce sera maintenant une intelligence artificielle qui sera capable de dépasser les capacités disons, intellectuelles de l'être humain dans presque tout le domaine. Et en ce jour, on ne l'a pas encore, mais attention, dans les années à venir, on risquera de l'avoir. Et c'est là que justement certains alertent. Nous passons à la cyclique du pape Léon XIV, qui a été expliqué déjà par le prof Kamate Mbouyour. Nous vous l'avons partagé, nous avons partagé le contenu ici. C'est là qu'il y a l'inquiétude de l'Église. On s'est dit, mais finalement, si on ira avoir un système qui va dépasser les capacités intellectuelles de l'être humain, maintenant, que devient l'être humain? Et c'est là que le pape dit, nous demande de désarmer l'intelligence artificielle. Parce que si on a une intelligence qui devra, disons, dépasser nos capacités, ça suppose que nous, on ne fera plus rien. Et maintenant, si on ne fait plus rien, ce sont les machines qui devront nous contrôler. Voilà autant de questions. Donc, on n'est pas encore au niveau de la super intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que aujourd'hui, toutes les applications d'intelligence artificielle que nous utilisons appartiennent à la première catégorie que je vous ai évoquée. C'est la catégorie de l'intelligence artificielle faible. L'IA générale et la super intelligence artificielle restent encore des objectifs de recherche et des sujets de réflexion pour l'avenir. Donc, l'intelligence artificielle que vous avez dans vos téléphones, ChatGPT, les ROS, ce sont des intelligences artificielles faibles parce qu'elles répondent à des tâches spécifiques. On ne peut pas encore dire qu'elles sont des intelligences artificielles fortes. D'ailleurs, déjà, même quand on dit des IA génératives, parce qu'elles se limitent à générer du contenu, elles ne peuvent pas aller au-delà des tâches pour lesquelles elles ont été conçues. Quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle? Elles sont vastes. Il y a beaucoup de domaines d'application de l'intelligence artificielle. On peut les résumer. Donc, l'intelligence artificielle est aujourd'hui utilisée dans presque tous les secteurs d'activité de la vie humaine grâce à ses capacités à analyser de grandes quantités de données, à apprendre et à assister la prise de décision. Elle contribue à améliorer les performances, l'innovation et même la qualité des services. Et c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire parce que l'intelligence artificielle est à présente maintenant dans tous les secteurs. Nous sommes en train de vouloir regrouper les gens dans différents forums. Par exemple, ça c'est un cours général pour tout le monde. Mais va arriver un moment où on va maintenant commencer à produire des cours qui seront dédiés spécifiquement aux médecins, des cours qui seront dédiés spécifiquement aux agronomes, des cours qui seront dédiés spécifiquement aux étudiants. C'est pourquoi nous avons dit que nous, notre plateforme, c'est une université des utilisateurs d'intelligence artificielle et nous préférons le faire sous un format académique pour qu'à la fin de nos formations, vous vous sentez vraiment très fort, vraiment capable d'utiliser, disons, de jouir de toutes les possibilités que l'intelligence artificielle nous offre. Maintenant, ici, le domaine que nous allons citer, tous les domaines de la vie, ils sont nombreux, mais on peut résumer. La première application de l'intelligence artificielle, c'est d'abord dans le domaine de la santé. Et les médecins qui sont dans le forum des médecins sont en train de nous suivre. Ici, dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle aide au diagnostic médical parce qu'elle analyse des images médicales. Et mais donc voilà, je disais, l'intelligence artificielle permet actuellement d'analyser les images médicales. Déjà à l'hôpital Matanda, on a déjà l'expérience. Je salue le docteur Mounioum qui est dans le forum et qui nous suit certainement. À un moment, quand j'étais là-bas, il m'a amené des données qu'on devait analyser par les IRM. Ce sont déjà des outils qui utilisent l'intelligence artificielle. Et médecine personnalisée. Actuellement, on a maintenant la médecine personnalisée parce que Dr Kali m'a l'expliqué une fois dans une conférence que je vais vous
disons, que je vais vous partager ici. En fait, chaque individu, le corps de chaque individu a sa façon de se comporter. Je ne dois pas me biaiser, je suis médecin. Ça suppose que on peut arriver à faire une médecine personnalisée selon chaque individu. Et déjà, dans l'intelligence artificielle, il y a des IA qui peuvent aider le médecin à y aller. Je crois que les médecins, quand ils vont s'exprimer, ils nous aideront à bien développer ce que nous sommes en train de vouloir dire ici. Nous nous réservons de ne pas trop parler de cette question parce qu'elle est vraiment technique pour le médecin. On devra normalement se faire assister ou accompagner d'un médecin pour qu'on arrive à produire une très belle conférence dans ce sens. Il y a aussi l'assistance à la chirurgie. Ce n'est pas encore chez nous en République démocratique du Congo, mais il y a maintenant des assistants IA qui peuvent aider les chirurgiens dans les différentes tâches au niveau de la salle d'op. Donc, on n'aura plus à se fatiguer. Je crois que le docteur Aimé nous suit. Peut-être un jour, on va vous amener un assistant chirurgien là à l'hôpital de référence secondaire à Matanda, à Inishira Beni, à l'Horizon et disons dans tous ces hôpitaux et pour tous les restes de médecins qui nous suivent au monde, à Bunia, partout. Bientôt, vous aurez des assistants où vous pouvez opérer des patients 24 heures sur 24, n'est-ce pas, docteur Mukandiwa? Donc, vous commencez l'intervention aujourd'hui, vous allez jusqu'au matin, une intelligence artificielle ne va pas se fatiguer. Docteur Mukandiwa peut se fatiguer, il a besoin d'aller dormir, il s'est dit non, non, euh, toi, intelligence artificielle, tu continues telle intervention, telle intervention, telle intervention. Et puis là, les hôpitaux vont travailler 24 heures sur 24. Parce que déjà, même l'effectif, disons, les effectifs de malades ne font que croître. Et c'est ce qui complique la prise en charge. Alors, dans le contexte de chez nous, les pays africains, si on peut déjà avoir des intelligences artificielles qui peuvent assister les chirurgiens, ça fera du bien. Alors, ça, c'était en médecine. En éducation, nous avons ce qu'on appelle l'apprentissage personnalisé. Et là, les intelligences artificielles nous aident à y parvenir. Nous avons des assistants pédagogiques, voulais-je dire, des intelligences artificielles, correction automatique, création de contenu éducatif. Ce qui me permet, ce qui me facilite déjà à vous transmettre cette connaissance, ce sont des outils d'intelligence artificielle. Parce que s'il fallait préparer cette formation ici, je devais prendre beaucoup de temps. Mais voyez, avec déjà ces outils, à chaque journée, je peux être à mesure de produire un contenu. Il me suffit juste d'avoir la bonne connexion Internet et d'être à bonne santé. Ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, dans le domaine pédagogique, les enseignants ont intérêt à s'approprier ces outils. Nous allons aussi avoir des formations pour ces outils, ne vous en faites pas. Hein, ne vous en faites pas, on va vous produire un module sur les outils d'enseignement. Dans l'agriculture, de précision, dans l'agriculture, je suis en train de vouloir dire que dans l'agriculture, l'intelligence artificielle nous pousse à beaucoup plus de précision. Nous avons ce qu'on appelle la surveillance des cultures par des drones. Le vieux Kid Mutuka, c'est un caméraman, un professionnel en multimédia qui est très connu. Il mène aussi ses recherches dans ce sens. Bientôt là, on aura des drones qui vont nous permettre de surveiller nos cultures dans des champs. Les drones, ici, nous les utilisons souvent pour filmer des mariages, pour prendre des vues d'en haut des bâtiments. Mais ailleurs, les Chinois commencent déjà à produire des drones agricoles. Bientôt, nous allons les avoir dans notre contrée et ça va permettre de booster notre agriculture. Il y a aussi la détection de maladies de plantes, l'optimisation des récoltes aussi. Avec les drones, avec des IA, on peut détecter facilement les maladies de plantes. Vous avez une plantation de 120 hectares. Alors, est-ce qu'un être humain devra circuler? Je prends des parcs comme Bukangalonzo et ailleurs. Là, il faut un drone qui circule. Et puis, ça va identifier les maladies des plantes. Et puis, ça va directement donner précision telle plante, telle plante, telle plante. Et avec les coordonnées GPS de géolocalisation, les agronomes vont seulement, ou alors on va pulvériser. Et puis, ça permet de protéger les plantes et accroître et optimiser la récolte. Là, c'est dans le domaine de l'agronomie. Il y aura des formations dans ce sens. Dans le domaine financier et banque,
Nous avons la détection de fraude, l'analyse des risques. Nous avons les trading intelligents, les services clients automatisés. Et nous sommes ici avec des professionnels de l'économie, des éminents. C'était doctorant Siviri Kamate, qui œuvre beaucoup dans le secteur banquier et qui est d'ailleurs un de mes enseignants. Nous sommes en train de le solliciter malgré son agenda chargé. On espère qu'un jour, il aura du temps à nous présenter les applications des IA dans le secteur banquier. Parce que, voilà, je viens de parler de quelques exemples. Détection de fraude, analyse des risques, les risques, parce que quand on doit vous accorder un crédit, il y a le principe de la crédibilité. Ces analyses peuvent être facilitées par les risques. Est-ce que je suis éligible à un crédit? Voilà, et les risques de non-remboursement. Tout ça, déjà, les intelligences artificielles peuvent le faire. Il y a ce qu'on appelle le trading. Le trading actuellement dans l'économie numérique, l'intelligence artificielle intervient. Nous avons aussi les services clients automatisés. Il y a ce qu'on appelle les CRM, Custom Relation Management, la gestion de la relation client. Plus précisément dans les services marketing, les services commerciaux, dans le secteur banquier, déjà, les intelligences artificielles peuvent nous aider. Parlons maintenant des outils et applications de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup. La liste n'est pas exhaustive. Même maintenant, on a des outils qui sont en train de naître. Je vais juste énumérer quelques outils principaux et vous aurez le temps de découvrir d'autres parce que vous êtes en train de devenir des experts bientôt en intelligence artificielle à la fin de cette formation. Alors, le principal outil d'intelligence artificielle, nous avons par exemple le ChatGPT. ChatGPT qui nous aide dans la rédaction, la recherche scientifique et même la programmation informatique. Oui, et en tout cas dans ces domaines, si vous voulez rédiger des textes, des mémoires, des TFC pour la recherche scientifique, pour la programmation, ChatGPT, c'est un bon outil. Mais il y a bien sûr, il peut aller au-delà même de ces tâches parce que nous avons toujours dit que ChatGPT, c'est une intelligence artificielle généraliste parce qu'il y a des intelligences artificielles généralistes qui interviennent dans tous les domaines, mais il y a des intelligences artificielles spécialisées qui ne sont que spécialisées dans tel domaine. Mais ChatGPT, déjà, c'est une intelligence artificielle généraliste. Elle est polyvalente. Nous avons Gemini. Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google et ça intervient, ça nous aide beaucoup pour la recherche et la création de contenu. C'est ça. La recherche scientifique, Gemini, c'est vraiment un bon outil. Mais si vous voulez aussi créer du contenu, vous voulez générer une vidéo, voilà, créer des contenus multimédia, Gemini vraiment est bien orienté. D'ailleurs, la majorité des vidéos, grande partie des vidéos qui sont publiées, c'est Gemini qui le fait. Nous avons Claude, l'intelligence artificielle Claude. Il nous aide dans l'analyse et synthèse des documents. En tout cas, si vous voulez analyser ou synthétiser des documents, vous avez un document de 3000, 4000 pages que vous voulez synthétiser. Et l'intelligence artificielle Claude est vraiment appropriée pour cette tâche. Nous avons Microsoft Copilot, qui est un assistant qui permet une assistance dans Microsoft 365. Bon, les outils sont nombreux. Disons, il y a beaucoup d'outils. Je ne voudrais pas perdre le temps à tous les citer. Vous allez de toute manière les retrouver listés dans les modules que nous allons vous partager. Mais ce que nous pouvons retenir à ce niveau, c'est que les outils d'intelligence artificielle permettent aujourd'hui de générer du texte, de créer des images, des vidéos, de produire de la musique, d'analyser des documents programmés pour nous informaticiens et automatiser de nombreuses tâches, améliorer ainsi la productivité dans l'éducation, la recherche scientifique et la productivité dans les entreprises. Voilà ce que nous pouvons dire de manière succincte des outils. Et au fur et à mesure que nous serons dévoilés, nous allons maintenant commencer à vous apprendre ces outils. Ici, nous sommes encore dans la généralité.
Alors, parlons maintenant de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine. Quelle est la différence entre les deux? Vous allez juste voir à quel niveau l'intelligence artificielle peut être utile pour l'intelligence humaine. Moi, je parlerai même d'une synergie. Je m'explique. L'intelligence artificielle et l'intelligence humaine poursuivent un objectif commun, celui de résoudre le problème et prendre des décisions. Et il faut retenir toutefois que elle fonctionne de la même manière, elle fonctionne plutôt de manière différente, très différente. Le fonctionnement de l'intelligence artificielle n'est pas la même chose que le fonctionnement de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine repose sur la conscience. Quand on parle d'intelligence humaine, il y a la conscience, il y a les émotions, il y a l'intuition, il y a l'expérience, il y a le raisonnement. En tout cas, c'est ça la caractéristique de l'intelligence humaine. Parce que quand on dit que, si on analyse les fonctionnements de l'intelligence artificielle, il y a ces éléments qui interviennent. Je reprends, donc nous avons la conscience d'abord, un humain est conscient. Nous avons les émotions, un humain peut ressentir des émotions, ce qui n'est pas le cas pour une intelligence artificielle. Nous avons l'expression, un humain, disons, nous avons plutôt l'expérience. Notre expérience dans notre parcours, ça enrichit aussi notre intelligence, ce qui n'est pas le cas pour l'intelligence artificielle. D'ailleurs, les IA génératives ne connaissent même pas ce qu'elles nous génèrent. Elles ne font que générer, mais elles ne connaissent pas ce qu'elles nous génèrent. Nous avons aussi les raisonnements. L'intelligence, donc l'homme raisonne, mais l'intelligence artificielle ne raisonne pas. L'intelligence artificielle génère sans raisonner. Et elle génère sur base de quoi? Des sources auxquelles elle est partie puiser du contenu. Donc, elle a accès à des bases de données qui disons, qui contiennent des informations sur lesquelles elle fonde son raisonnement qu'elle va générer. Elle génère à partir de ce que nous, humains, nous avons produit. C'est pourquoi nous sommes en train d'encourager les gens à produire beaucoup de contenu de notre coin. Comme le médecin de Matanda, ils doivent beaucoup produire des publications sur les cas de chez nous, et chacun dans son domaine, les agronomes, les cultivateurs, les informaticiens, chacun doit produire des contenus dans son domaine pour enrichir la base de données qui pourra permettre de servir de référentiel et que les intelligences artificielles commencent maintenant à générer des contenus de chez nous. Mais quand on ne veut pas publier, l'intelligence artificielle va seulement se référer au contenu des autres qui publient plus que nous. Je félicite la revue scientifique de l'Université de l'Assomption au Congo. En tout cas, je suis en train de voir des pluies de publications. Chaque jour, il y a au moins 10 à 20 publications et ça, c'est déjà un bon élan parce que c'est ça qui enrichit la base de données de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, quant à elle, là, je tiens d'expliquer les raisonnements humains, mais l'intelligence artificielle, quant à elle, s'appuie sur des algorithmes. L'intelligence artificielle fonctionne sur base des algorithmes, de modèles mathématiques et analyse de grandes quantités de données pour exécuter des tâches spécifiques avec rapidité et précision. Ce qui n'est pas le cas dans l'humain, ce qui n'est pas le cas pour l'humain. Vous comprenez un peu. Alors, donc, de manière simple, pour résumer cette comparaison entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, l'humain a la créativité et l'imagination. L'humain a l'émotion et l'empathie. L'humain a l'intuition et le jugement. L'humain s'adapte à des situations nouvelles. D'ailleurs, je me rappelle de la définition de l'homme intelligent en psychologie. Je me rappelle de l'auteur, on disait que être intelligent, c'est avoir la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. L'humain
peut faire de l'apprentissage, donc de l'apprentissage à partir de l'expérience. Notre expérience de vie nous éduque et ça nous permet d'apprendre et d'anticiper à de nouvelles, donc d'anticiper pour de nouvelles complications qui peuvent venir sur base de l'expérience. D'ailleurs, il y a des adages qui disent l'expérience sera sage. Quand vous êtes face à un vieux, vous le vénérez. Pourquoi? Parce qu'il a une richesse. Et sa richesse, c'est quoi? C'est son expérience. C'est ce qu'il a déjà vécu. Vous comprenez? Ça sont les caractéristiques de l'intelligence humaine. Maintenant, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, ici, l'intelligence artificielle traite rapidement les données, oui, mais elle n'est pas plus intelligente que nous. Mais elle traite quand même rapidement les données. Hein? Là où un humain pouvait faire beaucoup de temps, l'IA, à quelques minutes, elle vous envoie les choses. L'intelligence artificielle analyse de grands volumes d'informations. L'intelligence artificielle exécute automatiquement des tâches. L'intelligence artificielle a quand même plus de précision parce que c'est une machine sur, disons, l'intelligence artificielle peut faire des prédictions basées sur les données, alors que nous, c'est l'expérience et nos données sont là. Mais l'intelligence artificielle doit d'abord circuler. Par exemple, elle peut analyser la tendance d'une entreprise à partir des données passées selon l'évolution et elle peut arriver à faire une prédiction sur la santé financière d'une entreprise. Alors qu'un être humain, lui, il partirait à partir de notre... Donc, une analyse d'une grande masse de données comme ça. Actuellement, on parle de big data, de grandes bases de données. Un être humain ne le ferait pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous comprenez que euh, quelqu'un peut facilement finir une thèse en quelques jours s'il a toutes les données. Et c'est ce qui crée d'ailleurs des conflits avec certains éminents professeurs qui refusent certaines choses parce qu'ils se disent, mais pour comment tu peux rédiger une thèse à autant de périodes? Mais actuellement, c'est déjà possible, on doit l'accepter. Hein? Donc, actuellement, euh, la performance n'est plus l'apanage d'une élite. Avec l'intelligence artificielle, si vous la maîtrisez correctement, vous devenez performant dans tous les domaines. Ça se vérifie d'ailleurs, ça se vérifie. Essayez seulement de maîtriser des outils, vous allez voir. Essayez de faire l'apprentissage, vous allez voir, vous pouvez devenir performant dans plusieurs domaines. Maintenant, certains qui étaient génies et qui étaient admirés sur base de leur intelligence, ils n'arrivent pas à le croire. Et aujourd'hui, maintenant, dans des entreprises, quand on recrute quelqu'un, ce n'est plus sur base de ton génie, c'est sur base du résultat. Tu peux être très intelligent, mais quand on ne voit pas les résultats qu'on attend de toi, celui qui atteint les résultats, il est meilleur que toi. Ça, c'est une réalité qui est déjà là. Et les gens ne sont pas en train de s'en rendre compte. Actuellement, il y a des gens qui continuent à gonfler. Ah, moi, je suis tel, j'ai tel titre. On s'en fout actuellement de ça. Tu peux avoir toutes ces capacités, mais quand on te met dans une situation où tu dois les exercer, tu ne les réalises pas. On prend celui qui a la capacité, qui peut atteindre vite les résultats. Et c'est d'ailleurs, je me rappelle du professeur Dr Camille qui est dans ce forum, le père assomptionniste Dr Camille, qui disait à Nairobi que en République démocratique du Congo, ici, quand on cherche un travail, on vous demande quel est votre niveau d'études. Et il y a des gens, quand ils se présentent, ils commencent d'abord par détailler ses titres. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un il dit, il est révérend pasteur, ingénieur, docteur, professeur. Et quand vous le présentez, il veut que vous puissiez donner tous ces titres. Quand vous ne le faites pas, il s'énerve. Mais écoutez, actuellement, on ne regarde pas ça. Et le père disait qu'à Nairobi, je peux dire par là, je suis informaticien. On me dit, bon, ok, qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça la question. Dans les pays anglophones, on dit, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, par exemple, je sais faire les sites web. On m'amène un ordinateur et je fais les sites. Et si j'ai réussi à faire les sites web, on me donne le travail. Un autre peut venir avec 10 thèses, mais quand on lui met dans une situation d'exercer et qu'il ne le fait pas, c'est fini. C'est ça la différence entre nous et les anglophones. Hein. Le temps que les gens spéculent encore avec là où il y a des titres, parce qu'on n'est pas spécialiste, on ne peut pas exercer, même si on peut devenir spécialiste dans un domaine,
et sans avoir les compétences, hein, parce qu'il y a aussi l'aspect artistique. On peut être, par exemple, les spécialistes en chirurgie, mais on bâcle des interventions tout en étant spécialiste. Ça peut arriver. On peut être spécialiste en informatique, mais on n'a jamais réalisé un logiciel. Hein. Là, ça se devient une spécialisation des noms par les titres. Malheureusement, il y a certains qui sont au niveau des titres et qui oublient plutôt qu'il faut développer plus de compétences et arriver à donner la solution à un problème. C'est ça. On n'a pas besoin de titres actuellement. On doit être très, très, très prudent à ce niveau. Et l'intelligence artificielle, c'est un outil qui peut nous aider à apprendre au-delà de nos compétences. Merci. C'est ce que nous pouvons dire en ce qui concerne l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Donc, à résumer, l'intelligence artificielle ne remplace pas l'intelligence humaine. Elle constitue un outil d'assistance qui complète les capacités d'un être humain afin d'améliorer la productivité, la qualité des décisions et l'innovation. L'avenir repose sur une collaboration intelligente entre l'intelligence humaine où chacun apporte ses forces pour relever les défis de demain. Et actuellement, on parle des êtres humains augmentés. Ça veut dire l'intelligence artificielle vous permet de vous découvrir dans votre dimension augmentée. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne ce point. Parlons maintenant de machine learning et deep learning. C'est quoi et quelle est la différence entre les deux? Alors, le machine learning et le deep learning sont deux branches de l'intelligence artificielle qui permettent aux machines d'apprendre à partir des données. Voilà, c'est ça, machine learning et deep learning. Ce sont deux branches de l'intelligence artificielle qui permettent aux machines d'apprendre à partir des données. Alors, le machine learning apprennent à partir de données. Elles utilisent disons, je disais, je m'excuse, le machine learning apprennent à partir des données utilisées pour des prédictions et les recommandations. Donc, les machines learning, elles analysent les données et puis quand, à partir des données, elles peuvent prédire certaines choses. Nous pouvons donner quelques exemples. Détection de fraude, recommandation de films, prévision, ainsi de suite. Ça, c'est sur le machine learning. Nous allons détailler ça. On va vous montrer que certains outils de machine learning dans la partie pratique. Nous avons aussi ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, lui, il est utilisé pour des réseaux de neurones profonds. Les médecins peuvent nous expliquer ça. Et le deep learning traite des données complexes comme des images, la voix et les vidéos. Ça, ce sont les deep learning. Nous avons l'exemple, par exemple, la reconnaissance faciale, véhicule autonome ou automatique, et chat GPT et assistant d'intelligence artificielle, disons, et assistant intelligent, voulais-je dire, ChatGPT, assistant intelligent, ça sont des exemples de deep learning. Donc, eux, ils traitent vraiment des données complexes, des images, des vidéos, la voix et beaucoup, beaucoup de données complexes. Je m'excuse. Alors, ce que nous allons retenir à ce niveau, c'est que le machine learning permet aux machines d'apprendre à partir des données. Tandis que le deep learning est une technique plus avancée, capable de résoudre des problèmes complexes grâce au réseau des neurones artificiels. Ces deux technologies constituent le cœur de l'intelligence artificielle moderne. Voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne le machine learning et le deep learning. Alors, en parlant d'éthique,
de défis éthiques dans l'usage de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle offre de nombreuses opportunités, nous le savons bien, mais son utilisation doit respecter certains principes éthiques afin de protéger les individus dans la société. Parce qu'il y a maintenant beaucoup d'abus dans l'usage de l'intelligence artificielle. Nous le savons. Je n'ai pas besoin de citer des exemples. Chacun est en train de voir ce qui se passe actuellement dans notre communauté. Alors, une intelligence artificielle responsable doit être utilisée dans le respect des droits humains et de la vie privée, de la transparence et de l'équité. Alors, les principes éthiques consiste juste à respecter la vie privée des données, disons la vie privée des autres et de données personnelles. Il y a des gens qui peuvent prendre des images d'autrui, les manipulent comme ils veulent pour nuire. Non, là, c'est déjà violé contre l'éthique dans l'usage du numérique et c'est punissable par la loi. Nous allons vous partager les lois qui traitent de ces différentes questions-là. Et ici, il faut aussi ajouter que l'équité et absence de la discrimination. Ça veut dire on doit utiliser l'intelligence artificielle avec équité et absence de la discrimination. La sécurité et fiabilité des systèmes, ça aussi, c'est très important. Ça concerne surtout, ça entre dans la responsabilité des concepteurs des intelligences artificielles parce que quand on commence à tout soumettre à l'intelligence artificielle, ça suppose que quand j'ai une belle idée, l'intelligence artificielle peut aussi voler mon idée. Maintenant, quelles sont les garanties que les concepteurs nous donnent en termes de sécurité, en termes de droits d'auteur? Tout ça sont des questions. Alors, il y a aussi une responsabilité de concepteurs et des utilisateurs. Ça, c'est aussi très, très important. Donc, ce que nous devons retenir à ce niveau, c'est que l'intelligence artificielle est un outil puissant qui doit rester au service de l'être humain et que son développement doit toujours s'accompagner de responsabilité, de transparence, de respect, de valeurs éthiques afin de garantir un usage bénéfique pour tous. Alors, nous sommes en décheminé petit à petit vers la fin de notre formation. Euh, Retenons que l'intelligence artificielle façonne notre avenir. En conclusion, l'intelligence artificielle est l'une des plus grandes révolutions technologiques du XXIe siècle. On en est témoin. Elle transforme déjà notre manière d'apprendre, de travailler et de communiquer, de produire et même d'innover. Des secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, l'industrie et la recherche scientifique et les services publics bénéficient déjà de ces avancées. Ceux qui prestent dans ces différents secteurs peuvent déjà en témoigner. À mesure que les technologies évoluent, l'intelligence artificielle ouvrira de nouvelles perspectives pour résoudre des défis complexes, pour améliorer la qualité de vie et accélérer le développement économique et social. Les compétences en intelligence artificielle deviendront un atout majeur pour les professionnels de demain. Et retenons que l'avenir n'est pas seulement numérique, il sera, disons, il sera intelligent. L'avenir de demain n'est pas numérique, cet avenir sera intelligent. Comprendre et maîtriser l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est se préparer à construire le monde de demain de manière responsable, innovante et durable. Voilà, on est à la fin de ce premier chapitre. Je vous remercie pour votre attention et nous ouvrons le débat. Les différentes discussions peuvent commencer dans ces groupes
Après lecture du premier chapitre, nous vous enverrons aussi les modules dans les groupes. Vous pouvez maintenant, on peut lancer un débat dans le forum avant d'amorcer la deuxième partie qui traite de l'historique. Donc, je vais vous laisser le temps de suivre. Après avoir suivi l'introduction et ce premier chapitre, je préfère que la soirée de demain, nous puissions lancer un débat, euh, un échange par messagerie pour que chacun dise ce qu'il pense de ce que nous venons de présenter. S'il y a des questions, nous allons les débattre pour essayer d'enrichir. S'il y a des remarques à ce qui concerne la présentation, vous allez donner. Ça va nous permettre maintenant d'améliorer la prochaine présentation. Donc, la journée de demain, demain jeudi, sera consacrée au débat. Et puis, le module suivant, les chapitres suivants, nous allons vous les disponibiliser le vendredi. Merci pour votre aimable attention.